À mes côtés en plateau, Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. Oui, encore une petite séance de pause, effectivement, après le run incroyable qu'on connaît depuis le 1er janvier. On ne cesse de s'enthousiasmer alors pour ce marché qui a rebondi d'une manière spectaculaire après la baisse de fin d'année. Il faut quand même qu'on dresse un constat, Jean-François. Ok, on est content de ce rebond, mais tout le monde est conscient que ce rebond, il se fait sur un rythme intenable dans la durée. Oui, c'est ça. On regarde un petit peu les performances depuis le début de l'année. On se dit toutes les catégories, tous les marchés sont dans le vert. Action oblique. Ça s'est fait sur des performances incroyables. Les meilleures catégories, les meilleurs marchés sont de plus 15% à pratiquement plus 26% sur les actions chinoises depuis le début de l'année. Donc en annualisé, on se fait peur. On est à plus 60%, plus 80%. Ça, ouais. Et c'est ça. Et sur les obligations, on est entre plus 5 et plus 10% sur la dette émergente, le high yield. Donc en annualisé, on est à 20-30% sur voilà. Si on prolonge et qu'on considère que ce qu'on a fait va se continuer, le rythme se reproduit sur la fin d'année, on termine avec des marchés obligataires à plus 25 et des catégories actions à plus 60, plus 80%. Donc on voit que c'est pas soutenable. Et d'autre part, l'autre réaction, c'est de se dire tiens, c'est un petit peu l'effet négatif de ce qu'on a connu fin 2018. On est revenu sur les plus hauts. Il y a eu un vrai mouvement en V. Donc ça a été violent, à la fois à la baisse fin 2018, à la fois à la hausse début 2019. On est content de retoucher les plus hauts, mais on comprend pas bien. Et je pense qu'il faut reprendre un peu de recul. La fin 2018, la baisse s'est faite sur un constat que les banques centrales devenaient plus dures, moins accommodantes. On a connu la hausse des taux de la Fed, et donc les taux longs en ont pâti, j'allais dire. On est revenu sur des plus 3% de rendement sur le 10 ans américain. Et pareil, on avait des inquiétudes sur le ralentissement de la croissance en 2018 en disant il paraît que la Chine ralentit et que donc on a un ralentissement de la croissance mondiale. Puis je rappelle au passage l'ambiance de fin d'année. Donald Trump était encore très dur avec la Chine. On était encore dans la logique de menaces, de surtaxation, des droits de douane, etc. Là aussi, de ce point de vue-là, l'ambiance a quand même pas mal changé depuis le début de l'année. Exactement. Donc les risques politiques, j'allais dire, ont été mis de côté. On en a parlé la dernière fois. On se disait tiens, les marchés ont complètement mis de côté le Brexit. Ça se fera pas. Les Anglais comme les Européens se mettent autour de la table tous les jours pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de Brexit hard et on arrivera à trouver une solution, quitte à repousser la patate chaude jusqu'à dans un an. Et puis de l'autre côté, Trump aussi tous les jours tweet en disant qu'il a trouvé un accord et que dans quelques semaines il y aura une belle photo avec les autorités chinoises. Je pense aussi pour préparer les élections, juin ou septembre, on aura un sommet. Il va falloir justement lancer la campagne présidentielle. Donc ça, les marchés ont bien compris que c'était de côté. À moins un Black Swan et un signe noir extraordinaire. C'est presque acquis du point de vue des investisseurs. Donc, du point de vue des devises, des taux, des actions, les éléments la page est tournée, j'allais dire. Donc on revient sur les fondamentaux, les banques centrales et la croissance. La croissance mondiale, on a eu des indications plutôt positives. On ne pensait pas que ça allait arriver aussitôt et ces derniers jours, en provenance des États-Unis, une dynamique de croissance qui a été rassurante. On a eu les chiffres de l'emploi américain, on a eu les croissances de l'activité du secteur manufacturier qui s'est accélérée. Ça a été plutôt rassurant. Pareil du côté de la Chine, ça arrivait plus tôt que prévu. Mais Pékin, d'une part, a annoncé que les indices PMI d'activité manufacturière en Chine avaient rebondi de manière inattendue en mars. Et on a encore ce week-end Pékin qui continue ses relances, donc réduction des taux de réserve obligatoires pour les spécialistes, pour relancer l'accès au crédit en fait. Donc on voit que finalement, côté américain, côté chinois, ça va plus vite que prévu et donc on est rassuré du côté de la croissance pour l'instant à court terme et sa possible diffusion dans toute l'économie, y compris en Europe et en Allemagne. Et puis on a les banques centrales aussi qui ont fait un revirement total et donc on se dit clairement en 2018 c'était des banques centrales plus difficiles, 2019 c'est des banques centrales plus accommodantes. Ça remet en question l'indépendance de la Fed, puisqu'il paraît qu'un coup de fil permet à la Banque centrale de tout de suite inverser complètement à 180 degrés sa politique. Et encore ce week-end, Donald Trump et Larry Kudlow mettaient en avant la faiblesse de l'inflation pour plaider en faveur d'une baisse des taux d'intérêt. C'est quand même assez incroyable au cycle auquel on se trouve aujourd'hui. Le président Donald Trump incite fortement, lourdement la Fed pour avoir une croissance qu'il juge historique, incroyable. Voilà. Donc ça montre bien et au passage, ça ne gêne personne.
Alors au passage, pour l'instant en tout cas. Pour l'instant, ça gêne personne. On voit que les marchés à court terme se concentrent sur ce mouvement, cette injection de liquidité. On a une fenêtre, j'allais dire, que ce soit Trump ou pas Trump qui mettent la pression sur la Fed, pour l'instant c'est pas le sujet. La Fed nous a donné des liquidités, donne un nouveau cap. Alors la gestion tactique fait que peut-être que dans quelques mois ça changera encore, mais pour l'instant, on est dans l'œil du cyclone où ça se calme et du coup les marchés en tiennent compte et investissent. D'ailleurs, vous avez des rebonds sur les actions et des taux d'intérêt qui restent relativement faibles. Ça montre bien que les banques centrales sont à la manœuvre. Et on a des valeurs défensives qui souffre un peu ces derniers jours, ces dernières semaines. Vous avez vu que c'est un petit peu moins porteur pour les valeurs qui étaient les plus chères, qui avaient connu le plus fort rebond. Toute la thématique de croissance, de growth. D'accord, oui, c'est ça. Les valeurs de qualité, de grande qualité, c'est ça. Qui avaient beaucoup performé dans des marchés un peu difficiles. Inversement, les valeurs plus cycliques sont recherchées actuellement ces derniers jours. Et pas n'importe quel cyclique, mais en tout cas, vous avez vu les Saint-Gobain, Sodexo, Schneider, plus B2B, en fait, plus cycliques liés aux entreprises pour jouer le rebond ou liés aux matières premières, Total, Technique par exemple, et un petit peu moins les valeurs cycliques consommation, biens de consommation, puisque là il y a toujours l'effet GAFA qui joue, où on se dit Carrefour, Casino et autres sociétés de distribution seront forcément pénalisées par le business model des plateformes online. Donc on a en tout cas des valeurs en Europe qui n'ont pas encore été vraiment joués dans ce rebond des derniers jours. On a des rendements qui sont juste incroyables. On avait parlé il y a 15 jours. Unibail, Soggen, c'est 7-8% de rendement par rapport aux dividendes actuels. Les banques, une société comme Engie, c'est 6%. Les télécoms Bouygues ou Orange, c'est 5-6%. Donc il y a, je pense, une thématique rendement à jouer. Vous pouvez mettre en portefeuille ce type de valeurs qui ont été plutôt oublié en fait ces dernières années. L'environnement est stabilisé, finalement le marché commence à être conforté dans l'idée du scénario macro de 2019, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de récession, il y a un trou d'air qui a été un peu violent, mais on va s'en remettre au moins à court terme, et on reporte encore un peu l'idée de la fin de cycle, et donc il faut rester positionné sur des actifs risqués. La recherche de rendement, elle se fait également à travers certains secteurs dans le marché action, c'est ce que vous disiez, Jean-François. Sur les valeurs ou sur les fonds, vous avez des tricolores rendement, plein de fonds qui jouent cette thématique. Ce qui est assez intéressant, c'est que le rebond s'est fait sans les investisseurs, sans les gérants. Les flux qu'on constate chez Cantalis, que ce soit sur les fonds grand public ou institutionnels, ont plutôt décollecté, continué à décollecter jusqu'à début avril sur les actions, et plutôt collecté sur les marchés obligataires. Donc on se dit, c'est bizarre. Ça s'est fait sur les dérivés, ça s'est fait sur des ETF, beaucoup. Donc d'un côté, les investisseurs sont allés chercher des ETF en se disant on prend des dérivés, on prend des placements court terme. Tactique, c'est ça. On va jouer tactique à travers des instruments de marché particuliers. Donc liquide. Le jour où il y a un autre problème, le jour où il y a un problème, je réduis la voilure dans la seconde sur les marchés. Et de l'autre côté, des actifs très illiquides, private equity, immobilier. Vous avez vu les fonds de private equity qui n'ont jamais eu autant de poudre sèche dans les portefeuilles, en se disant j'ai une illiquidité qui me permet de profiter et d'avoir un niveau de rendement. Je pense à l'immobilier. C'est peut-être là où finalement il y a une anomalie de marché. ETF d'un côté, liquide versus fonds illiquide. Entre les deux, on se dit mais personne n'investit sur les actions cotées. En fait, si vous prenez le volume du CAC 40, volume des marchés, on fait encore de vous dire que les volumes étaient très faibles sur le CAC 40. Aujourd'hui. Qui investit encore sur le CAC 40 c'est la question. Et d'autre part, on se dit mais faisons attention, puisque les marchés ont compris que les banques centrales après l'accident de 2018, aurait beaucoup de mal à augmenter les taux, à durcir la politique. La BCE n'arrête pas de parler de TLTRO 3 et de politique accommodante. On repousse la hausse des taux au calendrier grec, on réinvestit nos obligations, ne vous inquiétez pas. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'à un moment donné, les banques centrales seront capables de sortir de cette politique accommodante? C'est la question. Et du coup, les marchés ont compris ça en se disant, mais on peut acheter des actifs de rendement type immobilier, puisqu'on a des taux à 0%, et on peut monter en levier. Achetons des SCPI qui délivrent potentiellement 4%. J'ai du levier, et la banque me prête, et la BCE me prête à 0%. Donc il faut aussi, à plus long terme, se poser des questions sur les bulles potentielles que l'on est en train de fabriquer. La soutenabilité
de ce monde à taux zéro. Soutenabilité. Et d'autre part, des marchés financiers, on le disait à l'instant, qui sont quand même assez violents dans leur baisse et dans leur rebond. Fin 2018, début 2019, c'est un genre de nouveau paradigme. Les banques centrales continuent d'être là et d'être à la manœuvre. Et donc, il faut pouvoir intégrer ça dans sa... Ouais. Restez avec nous, Jean-François. On parlait des banques centrales, du marché obligataire. Eh bien, justement, c'est Yannick Lopez qui nous rejoint par téléphone à présent, responsable de la gestion de taux, notamment chez Ophi Asset Management. Bonjour Yannick. Merci d'être avec nous. Bon, début de semaine assez calme sur le marché obligataire. Je note qu'au moment où on se parle, le 10 ans allemand n'est plus négatif. Ouais, à peu de choses près, c'est toujours ça. On est encore dans le sillage de Jean-François Bay parlait effectivement des éléments un peu rassurants qu'on a pu avoir récemment sur la croissance globale au sens large du terme. On est encore dans le sillage du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, qui était le rapport idéal du point de vue des marchés, du point de vue de la Fed également, Yannick, qui explique d'ailleurs peut-être que les taux bougent assez peu aujourd'hui. Oui, les marchés de taux ont plutôt réagi positivement, effectivement, à la série de statistiques sur le rapport de l'emploi, parce que globalement, il était plutôt bon, puisque les créations d'emplois ont frisé les 200 000 sur le mois dernier, alors que le mois précédent, on avait un chiffre finalement assez bas, autour de 20 000 ou 25 000, et ce qui fait du coup figure vraiment d'anomalie par rapport à toute la série ces derniers mois. Donc toujours une belle dynamique sur la création d'emplois aux États-Unis, un taux de chômage et un taux de sous-emploi qui reste inchangé par rapport au mois dernier. Donc on est sur des niveaux toujours extrêmement bas. Je vous rappelle le chômage américain à 3,6%. Et effectivement 3,8 je crois, 3,8 mais ça change rien. 3,8. Ah oui, pardon, ça change pas grand-chose. 3,8%. Et effectivement, le point qui a attiré l'attention, c'est la croissance des salaires qui a été un petit peu plus basse qu'attendu en rythme annualisé, puisque au lieu d'avoir 3,4%, ce qu'attendait le marché, et qui marquait une progressive accélération depuis plusieurs mois, on est retombé à 3,2%. Donc de situation un petit peu optimale pour les marchés obligataires, parce qu'on se dit il y a de la croissance. Ouais. Et d'un autre côté, il n'y a pas d'accélération des salaires, donc il n'y a pas de risque d'accélération vu de ce point de vue-là, en tout cas, de l'inflation. Et donc, du coup, la Fed a tout à fait raison d'être en situation d'attentisme et de maintenir ses taux d'intérêt inchangés pour une période prolongée. Alors, vous dites situation optimale. Pas pour tout le monde, visiblement, Yannick, parce que, alors, je sais pas si c'est sur la base du rapport, mais en tout cas, le fait qu'il n'y ait pas d'accélération sur les salaires, qu'il n'y ait pas de sujet sur l'inflation, pour Donald Trump et ses équipes, ça signifie qu'il y a un cas pour baisser encore plus les taux, voire relancer la planche à billets, pour parler de manière un peu simpliste et triviale, relancer le quantitative easing. Est-ce qu'il marque un point, Donald Trump, ou pas, dans cette situation, Yannick ? Déjà, Donald Trump est en période préélectorale, j'ai envie de dire. Enfin, de toute façon, ses actes et ses propos traduisent une entrée en campagne précoce. Donc, son intérêt est que de toute façon l'économie américaine soit dopée le plus longtemps possible pour essayer d'optimiser ses chances de réélection. Quand il a été élu président, l'économie américaine marchait déjà sur un rythme tout à fait satisfaisant et élevé, avec un chômage qui décélérait continuellement depuis des années, et pour autant la première mesure qu'il a prise, c'était des baisses d'impôts énormes, ce qui a injecté une dose de morphine dans l'économie américaine, qui réellement n'en avait pas vraiment besoin, et d'ailleurs ce qui avait provoqué une tension sur les taux longs américains. Vous vous en souvenez, on avait dépassé très très largement les 3%, parce que justement doper autant une économie quand elle est plutôt en fin de cycle, c'est créer des risques de dérapage inflationniste, et que la Banque centrale américaine soit contrainte de monter ses taux vite pour ralentir la surchauffe, calmer la surchauffe. Bon, ça s'est normalisé petit à petit, mais en tout cas, voilà, M. Trump est dans, j'ai envie de dire, un peu son rôle. Son rôle, ça peut devenir un peu gênant quand même, Yannick. Enfin, blague à part, ça devient une relation très particulière quand même, assez inédite entre la Maison Blanche et la Fed. Mais je pense que la Fed a quand même
la capacité de résister à cette ingérence de la Maison Blanche. Et je pense, je ne sais pas du tout comment ils réagissent en interne à ce genre de propos, mais j'ai du mal à imaginer une seconde que leurs agissements soient guidés par les desiderata de M. Trump. Et du point de vue de j'espère pas, en tout cas. Ouais, bien sûr. Mais c'est ça en fait, du point de vue du marché, des investisseurs et des initiés, en tout cas de ceux qui comprennent le fonctionnement de la Banque centrale américaine, Yannick, il n'y a pas de doute. La crédibilité, elle est toujours là. L'indépendance, elle reste marquée quand même du point de vue des marchés, des investisseurs. Enfin, c'est cette question-là qui est importante finalement. Je pense on parle des États-Unis, on parle pas de la Turquie. Si je fais ce parallèle avec la Turquie, c'est parce que depuis des trimestres, le président Erdogan n'a de cesse de critiquer le gouverneur de la Banque centrale qui explique par voie à chaque fois de communiquer que il faut qu'il baisse les taux, alors qu'ils ont une inflation galopante et un effondrement de leur devise. Donc j'ose espérer quand même. Non, mais je suis évidemment convaincu mais j'entends bien, que la Réserve fédérale a une indépendance et de jugement et d'analyse, et qu'ils ne vont pas réagir ou agir en fonction des desiderata et des intérêts électoralistes de M. Trump. Et honnêtement, le marché ne réagit pas à ce genre de choses. Il réagira bien sûr si jamais il voit une économie américaine ralentir, ce qui pourrait effectivement entrouvrir la porte à d'éventuelles baisses des taux. Je vous rappelle que le marché, il y a 3 semaines de ça, 3-4 semaines, avait en tête que la Fed baisserait ses taux par 2 fois de 25 BP à horizon 1 an. Entre-temps, ça a un petit peu corrigé le tir mais le marché a encore en tête, à horizon fin 2020, au moins une baisse de taux. Voilà, donc le marché réagira davantage à une situation macroéconomique avérée, ou en tout cas anticipée, mais selon leur grille de lecture habituelle, plutôt que de tweets de Donald Trump en disant que ce serait bien de relancer le quantitative easing, alors que la Réserve fédérale vient à peine déléveragé son bilan, va certes l'arrêter en octobre, mais je vous rappelle qu'avant la crise, le bilan de la Fed, c'était 800 milliards de dollars. On est monté jusqu'à 4500 milliards et qu'elle va s'arrêter sur des niveaux de 3500, 3600 milliards. Donc ça veut dire qu'on est sur des niveaux de 4 fois la taille du bilan de la Fed pré-crise. Donc on n'est pas revenu à la normale. Non, mais bon. Je trouve que c'était quand même important de se reposer un peu cette question, Yannick. On aura la BCE aussi mercredi, d'ailleurs. Voilà, je tiens à signaler pour ceux qui suivent, ce sera pas jeudi, mais mercredi. Il y a le week-end de Pâques, les réunions de printemps, FMI, Banque mondiale qui suivent, et donc ça explique sans doute ce petit décalage d'agenda. Ça tombera d'ailleurs le jour du sommet européen extraordinaire. Est-ce qu'on attend quelque chose de particulier de la BCE sur cette réunion, Yannick? J'ai l'impression que là, il n'y a pas de grands enjeux dans l'immédiat, en attendant d'avoir les détails ultérieurement sur les opérations de refinancement à long terme pour les banques. Point de vue macro, je notais la Banque de France aujourd'hui qui confirme 0,3% de croissance par exemple pour la France au premier trimestre, Yannick, malgré des enquêtes d'activité, y compris en France, qui étaient quand même relativement médiocres ces derniers temps. Visiblement, ça tient pour l'instant. Oui, alors effectivement, BCE mercredi. Soit dit en passant, je vous une parenthèse, pour ceux qui veulent s'intéresser à l'actualité sur les marchés, ça va être effectivement une journée extrêmement chargée, puisque vous avez nommé également le sommet exceptionnel européen sur le Brexit, mais on a également la publication des minutes du dernier FOMC, enfin du dernière réunion de la Fed également mercredi, et comme si ça suffisait pas, la publication de l'inflation américaine ce jour-là. C'est vrai. Bon, a priori, il devrait y avoir un peu d'actualité. Je ferme la parenthèse. Oui, la BCE a déjà, vous vous en souvenez, énormément surpris le marché la dernière fois en annonçant qu'elle n'augmenterait pas ses taux, donc sur tout l'exercice 2019 à minima, et qu'elle effectivement elle annonçait une nouvelle série de financements à long terme pour les banques. Le contexte macro, est-ce qu'il a réellement changé depuis un mois et demi? Non, il s'est pas forcément dégradé plus que ça, il s'est pas en tout cas amélioré. Je dirais même que finalement sur la balance des risques, on a eu un chiffre d'inflation qui était mauvais en zone euro, 0,8% sur l'indice Cœur enregistrement annuel, donc c'est quand même extrêmement bas, même s'il y a eu des
distorsions liées à Pâques, etc. Mais bon, c'est pas Jojo. Donc en tout cas, aucune chance d'avoir un discours très optimiste, on va dire. Effectivement, les seules choses que l'on pourrait avoir, c'est un peu plus de détails éventuellement sur ce fameux troisième plan de financement pour les banques, parce que ça discute beaucoup au sein de la BCE sur l'impact négatif sur la rentabilité des banques de ces taux négatifs. Je vous rappelle, ça date de 2014 maintenant, ça commence à faire une éternité presque que les taux sont négatifs, donc ça veut dire que ça coûte quand même beaucoup d'argent aux banques, et soit dit en passant, principalement allemandes et françaises. Et effectivement, la Banque Centrale Européenne aimerait peut-être adresser ou atténuer cet impact négatif. Alors plusieurs pistes sont évoquées, plus ou moins techniques, mais voilà, peut-être que nous aurons un peu plus d'éléments éventuellement sur le financement, les conditions de financement de ces prêts à long terme pour les banques, pour édulcorer un peu la taxe, si je peux dire, des taux négatifs pour les banques. Très clair, oui, ça fait partie des pistes envisagées, effectivement, et c'était repris encore la semaine dernière, je crois, ou il y a 10 jours, par Mario Draghi, à l'occasion de la conférence des ECB Watchers à Francfort. C'était il y a 10 jours maintenant. Merci beaucoup Yannick Lopez qui était avec nous par téléphone, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. En conclusion, Jean-François Bay, on vous retrouve en plateau, directeur général de Cantalis. Oui, les investisseurs fondamentaux, les acheteurs finaux restent encore à l'écart de ce marché, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Les allocations sont très peu investies sur les actions, les gérants ne sont pas encore revenus sur les actions, les flux restent négatifs, et en particulier sur l'Europe. Vous vous souvenez qu'on avait plutôt joué le rebond des marchés émergents, etc., pour diversifier les portefeuilles et profiter de cette thématique. On bouge un peu. Voilà, peut-être intéressant de revenir. On se décale. L'Europe, se décaler un petit peu. L'Europe est pas chère. L'Europe peut revenir dans un troisième temps au centre des allocations. Il y a peut-être un thème à jouer, en sachant que les banques centrales sont derrière et ont expliqué au marché que, en tout cas pour les prochains mois, elles étaient présentes. Donc ça donne un petit peu. Et puis il y a des valeurs, il y a des thématiques. Attention. Type rendement, etc. Il y a des belles valeurs qu'on peut acheter pour le moyen long terme. Mais effectivement, il faut peut-être se préparer à ce mouvement, notamment sur l'Europe, sur des secteurs ou des zones un peu en retard, si jamais on est dans une ambiance constructive et pérenne désormais. La Chine a activé des leviers, relance, donc il n'est pas complètement inutile, idiot de se dire que ça va se diffuser comme le thé sur l'Europe et sur l'Allemagne en particulier. Une vision plus positive et peut-être plus durablement positive désormais, c'est peut-être l'enjeu des prochaines semaines et des prochains mois. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Beck était à mes côtés en plateau pour cette première demi-heure d'Intégral Bourse, directeur général de Cantalis. On marque une pause, direction New York dans un instant. On va retrouver en duplex Grégory Volokin. Le dossier Boeing, évidemment, qui sera à la une. Boeing, et c'est une décision rarissime dans l'industrie aéronautique qui décide de réduire de 20% sa production de 737 MAX après les 2 crashs mortels des derniers mois. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.